Merci beaucoup, Sarah. Donc, bienvenue tout le monde à cet atelier de moissonnage du web avec le langage R. Le moissonnage, c'est vraiment d'aller récupérer de l'information à travers tout l'encodage en HTML qu'il y a sur les différents sites Internet. Comme introduction, eh bien, je vais quand même vous informer que le matériel qu'on va voir, premièrement, il est dans la même page que vous aviez probablement visité pour vous inscrire à cette formation-ci, simplement que c'est en dessous des informations. Le matériel, si vous allez dans le canal Slack, il y a une espèce de dossier en haut qui s'appelle « Signet français » et en cliquant sur « Matériel », vous allez aboutir à la même place. Donc, je peux mettre le lien dans la zone de clavardage et ça va vous amener au même endroit que moi. Ça provient à l'origine du matériel de Marie-Hélène Burle, qui enseigne en ce moment même dans l'autre salle, la salle numéro 1. J'ai repris essentiellement son matériel et je l'ai traduit, je l'ai aussi adapté à ma façon d'inspecter les pages web. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et si ça peut vous être utile, il y a plusieurs autres ateliers sur le site de WestDry. Il y en a vraiment à toutes les sauces, là, Python, Julia, R, Git, Bash, puis quand on clique sur R, par exemple, là, vous avez plusieurs autres ateliers et webinaires qui sont disponibles sur la plateforme de WestDry. Donc, c'est quand même très bien. Pour cet atelier-ci, il n'y avait pas tant d'installations qui vous étaient demandées parce qu'on va utiliser un serveur Jupyter Hub qui a été préparé par nos collègues de Calcul Québec. Et on va utiliser le RStudio qui s'exécute dans le Jupyter Hub. On va faire ça tout à l'heure. En fait, on va le faire comme dans les prochaines secondes, je dirais. La raison, c'est qu'on va vous fournir le RStudio. On va fournir aussi le module Harvest, qui est un module R qui va nous permettre de facilement aller faire du moissonnage sur des pages web. Excuse-moi, Pierre-Luc. Excuse-moi Oui. de t'interrompre. Il y a des gens qui disent qu'il y a un problème au niveau du son dans le chat, mais moi, je t'entends bien. Ah. Je ne sais pas, pour les gens qui ont perdu le son, est-ce que moi, vous m'entendez ou c'est seulement... On entend bien, peut-être que c'est particulier à ceux qui... OK. Juste un instant. Je vais enregistrer ceci, à moins que ce soit un petit bug de mon côté parce que Zoom était en train de faire un enregistrement de vidéo. Et là, en même temps que moi je parlais, il voulait me faire jouer un petit clip audio pour me dire que la sauvegarde était faite. OK. Voilà. Merci, Megan, de l'autre salle pour avoir mis le lien. Donc, Harvest, c'est le module qui va vraiment nous permettre d'aller chercher l'information des pages web, tandis que Table, on va l'utiliser vers la fin pour convertir un jeu de données sous la forme d'un data frame avec des fonctionnalités supplémentaires. Mais on va surtout travailler avec Harvest. Si vous préférez quand même utiliser, essayer les exemples sur votre propre ordinateur, il va falloir que vous installiez les deux modules ci-dessus avec la commande install.packages. Donc, idéalement, un à la fois. Mais pour tous les autres, on va y aller avec les fameux comptes pour se connecter au Jupyter Hub. Je le mets à la fois dans le Slack, compte user XY, et je le mets dans le clavardage de Zoom. Et je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Essentiellement, on veut que tout le monde ait la meilleure expérience possible sur l'infrastructure virtuelle. J'ai mis les noms de toutes les personnes qui se sont inscrites à l'atelier, selon la liste qu'on m'avait fournie. C'est par ordre de prénom, ordre alphabétique de prénom. Et l'idée, c'est vis-à-vis votre nom, bon là, le mien n'est pas là, mais vis-à-vis votre nom, vous avez dans la colonne B
un compte user XY, c'est vraiment user avec les 2 chiffres à la droite qui va être votre nom d'utilisateur. Et le mot de passe est le même pour tout le monde, c'est-à-dire HSS, airweb, fr. À quoi ça nous sert? Vous avez dans la case B2 en haut complètement le lien vers le serveur Jupyter Hub. Je vais le recopier dans la zone de clavardage si jamais il y a un problème avec le tableur. Je le mets aussi dans Slack. Pour ma part, mon compte va être Instructor. C'est un compte spécial avec quelques permissions supplémentaires. Et je vous rappelle que le mot de passe, c'est hss-rweb-fr. hss-rweb-fr et moi, j'ai des caractères de plus. Ce système-là, c'est comme une grappe de calcul virtuelle qui démarre des tâches. Et là, moi, ma tâche, c'est de lancer une interface JupyterLab. Donc, le Jupyter Hub, c'est l'infrastructure complète, tandis que ce que l'on voit présentement à mon écran, c'est le JupyterLab. Je vais prendre quelques instants pour m'assurer que le groupe s'est bien rendu au même endroit que moi. Par main levée dans Zoom, veuillez m'indiquer si vous êtes rendu au même endroit que moi. Mon user ne marche pas, je le mets bien, j'imagine. User et le chiffre, le password. Donc, vous avez user 12. 12, oui. Oui, j'ai vous le même avez- problème. Ah, Puis j'ai fait copier-coller pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur typographique. Ça ne marche pas. là, j'espère par contre que il ne m'a pas converti ça en des traits d'union spéciaux. Sinon, il va falloir le taper tel que c'est vraiment des lettres minuscules ordinaires et un trait d'union ordinaire. J'espère qu'il ne m'a pas converti ça en autre chose. Oui, et dans des ateliers précédents, ça a bien marché pour moi. Donc. Ouais, même chose, ça ne fonctionne pas malheureusement. Avec le user... je vais essayer avec user 12. User 12, HSS, web, fr. C'est vraiment drôle. étrange. Ouais. Parce que là, je viens de lancer le serveur, mais si je fais mon navigateur, vous devriez pouvoir vous connecter. C'est vraiment pas normal que la copie du mot de passe ne fonctionne pas. À moins que là, il copie des trucs de style en arrière. Peut-être essayer de le taper directement. Moi, je viens Ouais. d'essayer, ça marche. Moi, j'ai tapé, en fait. Et ça fonctionne? Non. Moi, j'ai rechargé la page, puis ça a fonctionné. Ah, OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des problèmes à se connecter?
Bon, je vais y aller tranquillement pour la suite. De toute façon, j'ai des choses à vous expliquer avant que l'on vienne jouer dans le RStudio. Premièrement, je vais vous faire une petite introduction au langage HTML et au Cascading Style Sheets, si vous ne le saviez pas déjà. Dans le fond, ce sont les deux syntaxes de langage qui permettent de créer des pages web, de les formater et de les structurer. C'est vraiment le code derrière. La plupart des pages web, ce serait, j'ai un peu de difficulté à imaginer d'autres types de pages qui ne sont pas HTML. La structure de base, en fait, là, il y a des liens vers Wikipédia si vous voulez avoir plus d'informations, mais en exemple, la syntaxe de base du HTML, c'est inspiré un peu du XML, c'est-à-dire qu'on a des balises à gauche et à droite d'un certain contenu. Il y a la balise ouvrante qui est écrite telle quelle, et il y a la balise fermante avec un symbole de division juste après le chevron plus petit que. Ça, il y en a un paquet. Si on regarde dans du code HTML, il y en a plein. On peut même avoir des instructions de balises à l'intérieur de d'autres balises parce que c'est tout structuré comme en arbre. Donc ça, c'est les balises. Ça, c'est le contenu. Ici, on a seulement du texte, mais on va voir tout à l'heure comment aller chercher le texte à l'intérieur de certaines balises. Certaines balises ont aussi des attributs. Les attributs, c'est à l'intérieur même de la balise d'ouverture, on a le nom d'attribut. C'est un peu comme une variable, je devrais plutôt dire une constante qui est assignée à notre objet web de type balise. Et la valeur de notre attribut se met sous la forme d'une chaîne de caractères entre guillemets. Ce qu'il faut comprendre de ces concepts-là, c'est que des fois, on va vouloir aller chercher de l'information et pour la trouver rapidement, on va utiliser justement les attributs pour retrouver nos valeurs ou encore aller chercher le texte ou encore faire une recherche en fonction du type de balise. Deux exemples différents. Exemple de structure d'un site. Dans un site web, souvent, on a une en-tête, on a un titre principal, on a un menu, on a des paragraphes, il y a des sections, il y a même des tableaux. Ici, c'est un extrait quand même relativement simple. On a un titre de section. Comme attribut, on a un identifiant. Le petit ID ici, c'est un attribut standard dans le HTML. Et on a le nom de son identifiant. C'est un peu comme une adresse de pointeur, si on veut. On va pouvoir donc créer un hyperlien qui va pointer vers ce titre de section-là. Donc ça, c'est un titre de niveau 2. L'autre balise, bon, c'est un paragraphe. Et comme vous voyez dans le paragraphe, on a du texte. Et à même le texte, on a aussi d'autres balises pour un hyperlien. Et ici, l'hyperlien, bon, là, c'est peut-être pas le meilleur exemple, là, mais dans le href, qui est une autre attribut standard en HTML, on peut aller chercher le lien qu'on a de besoin. Et la syntaxe pour cibler une encre ou un identifiant bien précis, c'est le symbole de dièse avec le nom de l'identifiant. Bon, ici, l'adresse n'est pas tout à fait la bonne, mais si j'avais uniquement mis dièse encre, ça pointerait vers notre titre de section. Ça, c'est pour la structure d'un site. En termes de formatage maintenant, j'ai encore un paragraphe, j'ai ma classe. Ici, les classes, ça fait référence à des définitions qui sont dans un fichier CSS. Et dans un fichier CSS, c'est là qu'on va définir pour certaines classes ou pour certains types d'éléments web, une apparence ou un comportement au niveau de l'apparence de l'objet dans la page web. Ça peut être des couleurs, ça peut être des images, ça peut être des animations, ça peut être un redimensionnement. Vous avez sans doute vu des fois des sites web qui s'ajustaient en fonction de la largeur de votre fenêtre
tout ça, ça se fait dans le CSS. Et pour dire comment tel objet va réagir en fonction de son contexte, c'est via les classes. Et souvent, les classes vont avoir des noms assez uniques qui peuvent être réutilisés pour des items dans notre page web qui sont similaires. Et donc, ça peut devenir un outil pour nous pour aller cibler ces objets-là. Bon, ici, j'ai une balise strong. C'est une autre façon de formater un peu notre texte, mais il existe aussi tous les styles qu'on peut mettre en ligne ici. Là. Je n'ai pas mis parce que ce n'est pas nécessaire pour notre atelier, mais j'aurais pu avoir style égal et là avoir une autre chaîne de caractères qui pourrait définir plein de choses, mais ça ne sera pas utile pour notre atelier. Ça va pour ça. Le moissonnage du web, c'est vraiment de se créer des outils ou d'utiliser des outils déjà tout faits pour extraire l'information directement d'Internet. Il y en a qui l'ont fait avec Wikipédia, avec Twitter. Là, avec Twitter, ça va être un peu plus compliqué dans les prochains mois, là, mais l'idée, c'est d'avoir un programme qui va faire pour nous toute la recherche et extraire l'information du code HTML. Oui, ce qui est à noter, c'est que la plupart des informations sont disponibles publiquement, c'est-à-dire que vous, en tant que personne, vous pouvez cliquer sur les différents hyperliens, naviguer, aller aussi cru que vous le pouvez, mais ça peut être illégal de le faire par un ordinateur. Probablement que le site ne veut pas se faire voler, par exemple, son catalogue. Peut-être que le site ne veut pas se faire surcharger par des concurrents qui vont utiliser des serveurs pour faire un paquet de requêtes. Donc, pour ça, vous devez regarder la politique d'utilisation du site web avant d'essayer de faire votre moissonnage. C'est vraiment à chaque site web de publier leur politique d'utilisation. S'il n'y en a pas, tant pis. Mais s'il y en a, essayez de chercher c'est quoi les règles pour le, en anglais, c'est web scraping ou le web crawling. Puis en français, bon, ben, c'est moissonnage du web. Si jamais vous faites trop de requêtes sur un site web, ça se pourrait que vous soyez bloqué. Vous allez voir plus tard, aujourd'hui, on va utiliser une fraction de seconde pour ralentir notre moissonnage. Ensuite, il existe un module R qui s'appelle Polite, qui veut dire poli en anglais. Ce que le Polite fait essentiellement, c'est qu'il va aller voir le robots.txt. Puis après ça, il va dire, bon, ben, selon ce que j'ai lu, je devrais avoir le droit de faire telle ou telle lecture sur le site web. Mais essentiellement, les deux étapes qui sont décrites ici, c'est on va aller voir le robot.txt, puis après ça, ben, on essaie de se comporter correctement sur le site web en n'allant pas le surcharger de requêtes HTTP. Juste pour faire la différence, HTTP, c'est le protocole de communication web entre votre navigateur et le serveur web, tandis que HTML, c'est le langage de la page web que vous êtes en train de recevoir. Ce qui fait que c'est comme deux choses qui travaillent sur des problèmes différents. Le site web que nous, on va utiliser aujourd'hui, c'est celui qui est en caractère gras. Je vais le mettre dans le chat et le... Bon, ben Marie vient de mettre exactement le même dans la zone de clavardage de Slack. Essentiellement, moi, j'ai seulement le index.html de plus, mais le index.html, c'est essentiellement la même page. Qu'est-ce qu'on a sur ce site web-là? Premièrement, Marie avait quand même fait la vérification comme quoi qu'on avait le droit de faire du moissonnage sur cette page-là. Et on a une liste de dissertations, ou si vous préférez, des thèses de doctorat pour l'Université du Tennessee à Knoxville. Dans cette page-là, c'est la sortie d'une base de données qui en a des centaines, mais pour ne pas trop alourdir l'affichage de la page web comme telle, on a seulement les 100 dernières publications qui ont été faites dans les 2 récentes années. Et nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller chercher chacune de ces thèses-là dans la page web, et même qu'on va aller plus loin que ça, on va faire l'équivalent de cliquer sur un titre,
et on va aller chercher le Date of Award. Ici, c'est un peu spécial, c'est comme le numéro du mois ainsi que l'année. On va aller chercher l'élément major, qui est l'équivalent du département de la recherche, ainsi que le ou la professeure qui a supervisé la recherche en question. Sauf qu'on ne va pas seulement le faire pour la première thèse, on va le faire pour les 100 thèses au grand complet. Donc ça, c'est à peu près notre objectif. Et la méthodologie que je vous propose, c'est qu'à partir de la première page, celle où il y a le grand tableau, on va aller chercher tous les liens qui nous mènent vers les pages secondaires où on a l'information détaillée de chacune des thèses. Ce qui fait que première étape, il faut aller chercher les 100 hyperliens. Et après ça, deuxième étape, on va aller visiter chacune des 100 pages et aller chercher les valeurs qui correspondent à Date of Award, Major et Major Professor. Et à la toute fin, bon, comme objectif, on veut mettre ça dans un data frame, mais rendu là, c'est du formatage des données à l'intérieur même de votre séance R. On est presque rendu à faire les choses interactivement. Nous, on va utiliser le module Harvest ou Harvest. En anglais, ça veut dire récolter, donc c'est comme faire du harvesting. Et ça provient du Tidyverse. Si vous ne saviez pas, il y a dans l'univers du langage R une collection de modules qui sont très bien faits, très bien conçus et qui interagissent bien entre eux. Et Harvest en fait partie. Ce module Harvest-là est fortement inspiré du module Python qui s'appelle Beautiful Soup. L'an passé, on avait un atelier similaire qui faisait du moissonnage du web avec Beautiful Soup, mais dans le langage R, c'est avec Harvest. C'est maintenant le moment de revenir à notre Jupyter Lab. Est-ce qu'il y avait des questions jusqu'à présent? Il y avait une question dans Oui. Slack. J'ai essayé une réponse, mais peut-être que tu aurais d'autres éléments. La question, c'était dans quel cas on n'a pas le droit de faire du moissonnage sur le web? Quand c'est explicitement mentionné dans les termes d'utilisation d'un site web, on n'a pas le droit. Peu importe la raison personnelle du développeur du site web, il faut respecter leurs règles. Mais on peut supposer que les fameuses raisons, c'est ils ne veulent pas que, par exemple, leur catalogue ou toutes les informations se fassent récolter. Ils ne veulent pas que leur site web se fasse surcharger pour rien. Et je vais aller voir la réponse de Sarah. Oui, c'est essentiellement ça. Oui, les PDF, c'est intéressant, oui. Puis, quelles sont les conséquences? Soit qu'on se fait bloquer, parce qu'évidemment, quand on va sur Internet, nous avons une adresse IP. Et pour vous, les chercheurs, ce qui est important, c'est de maintenir votre accès aux données en question. Ce qui fait que si vous faites une manipulation qui est détectée par le serveur distant, peut-être qu'éventuellement, vous allez vous bloquer vous-même. C'est à peu près la pire chose qui puisse vous arriver. Puis, s'ils ne veulent pas, eh bien, les fameux dispositifs pour vous bloquer, c'est qu'ils vont détecter le nombre de requêtes de votre adresse IP par seconde. Et s'ils ont l'impression que vous faites vraiment plusieurs requêtes de manière robotique, là, il y a probablement des heuristiques derrière qui vont dire, bon, ben cette adresse IP-là, on la bloque, ça finit là. Mais je n'ai pas les connaissances à savoir, est-ce qu'il va y avoir littéralement une contre-attaque avec un virus? Je ne pense pas que ça irait jusque-là. Est-ce qu'il va y avoir des poursuites policières? On s'entend que c'est assez international l'Internet, donc ce serait difficile d'aller cibler quelqu'un qui a un numéro. Je veux dire, même une adresse IP au Québec, ça peut être la sortie d'un VPN de quelqu'un qui vient de l'Europe. Donc, ce serait difficile rendu là. Eh bien, malgré tout, c'est sûr, allez voir le Polite.
et essayez de ne pas trop faire de requêtes dans la même seconde, ça va être correct. Je clique sur mon RStudio, le fameux bouton bleu ici dans le launcher de mon Jupyter Lab. Et ça devrait m'ouvrir ceci pour tout le monde. On a notre collègue Charles Coulombe qui a tout configuré, le Jupyter Hub, nos comptes. Si jamais vous aviez des variables, normalement, il m'a dit qu'il a fait le nettoyage. Vous devriez avoir une session toute neuve. Si vous avez l'impression que quelqu'un est déjà passé dans votre compte, il y a le petit bouton rouge en haut qui dit « Bon, parfait, la session s'est terminée, démarrer une nouvelle session ». Je clique sur le bouton bleu et c'est essentiellement, ça va redémarrer une nouvelle session. Je vais augmenter la fonte de ceci. Je suis à 120%, parfait. On était donc rendu dans nos notes d'atelier à charger le module Harvest. Dans le langage R, c'est la commande library avec Harvest tout court. Il n'y a pas de guillemets à ce moment-ci. Pour l'installation d'un paquet, il faut mettre les guillemets comme une chaîne de caractères, mais une fois que le module est installé, on n'en a pas besoin. Les données brutes. OK. Oui, je vais vous montrer ça après. Maintenant que le module Harvest est chargé, il a été ajouté plusieurs fonctions à votre environnement R. Et l'une des fonctions, c'est le read HTML, mais le read HTML va avoir besoin d'une adresse web pour aller chercher ces informations-là. Et c'est ce qu'on va mettre dans une variable. Je vous invite à faire du copier-coller si vous voulez gagner du temps et éviter les erreurs. Moi, je vais le taper au long pour vous laisser le temps de faire votre copier-coller, mais c'est la ligne adresse avec la flèche vers la gauche. Ça, c'est l'opérateur d'assignation dans le langage R. Donc, https://ns2s.utk/grad_index.html. Si tout va bien, bon, en fait, là, j'ai uniquement assigné une chaîne de caractères à une variable. On ne sait pas encore si tout a été bien écrit. La prochaine étape consiste à aller réellement chercher le code HTML et de sauvegarder tout le code HTML dans une variable qui va être une longue chaîne de caractères. Et cette ligne-là, c'est la ligne suivante dans les notes, c'est HTML, symbole de flèche, read, barre en bas, HTML. C'était bien, on avait un petit menu déroulant qui nous affichait les fonctions que l'on pouvait appeler. Et je vais mettre en argument ma variable adresse. Je me croise les doigts, j'appuie sur Entrée et ça va fonctionner. Pour avoir un aperçu du contenu de la variable HTML, je tape HTML tout court, Entrée. Oh. OK. Ce que ça nous affiche, c'est que c'est un objet retourné par la fonction readHTML qui est un HTML document. C'est pas nécessairement une chaîne de caractères, c'est une structure de données qui va nous permettre après ça de creuser et aller chercher les informations dont on a besoin. On voit que dans notre HTML, on a l'entête head et on a le corps du document dans la zone body, mais on n'a pas tout le détail pour l'instant. La prochaine étape que je vous propose, c'est d'aller voir avec les vrais outils d'inspection d'un navigateur, qu'est-ce qui se passe dans la page principale. Je m'en vais donc dans la page de la base de données. Là, je suis à 120%, c'est bien ça. L'outil que je vous propose, c'est un outil qui est normalement déjà dans votre navigateur.
Sur Firefox, je peux cliquer sur le bouton droit de la souris et j'ai l'option « Inspecter ». J'ai de souvenir exactement la même chose dans Google Chrome. Je vais aller chercher l'adresse que j'ai besoin. Je fais bouton droit et il y a l'option « Inspecter ». Les autres options, dans Edge, c'est la même chose. Microsoft Edge, c'est la même chose. Dans Safari, malheureusement, là, je suis dans une machine Windows, je ne peux pas faire la démonstration. Il faut aller dans les paramètres avancés pour activer le menu de développement. Et à partir du menu de développement, vous aurez l'option « Inspecter l'élément ». Et là, qu'est-ce que ça fait, ça, « Inspecter » ? Je fais bouton droit, « Inspecter ». Dans le cas de Firefox, j'obtiens un paquet d'outils de développement dans le bas. Dans le cas de Edge et de Google Chrome, ça s'affiche à la droite de votre fenêtre. Et dans la zone de l'inspecteur, on a essentiellement notre page web, mais toute bien structurée avec les différentes balises qui sont les unes dans les autres. Et là, on peut s'amuser à aller cliquer sur les boutons triangles pour voir son contenu. Mais plus simple que ça encore, il y a un petit bouton qu'on a dans Firefox et je l'ai vu aussi dans Google Chrome. Ce petit bouton-là me permet de passer la souris sur un élément qui m'intéresse dans la page web. Et en cliquant sur l'élément, ça ne va pas cliquer sur le lien même, mais ça va cliquer sur l'élément pour le sélectionner. Et ça me montre dans mon inspecteur quel est l'élément en question. Là, c'est un peu dommage parce que, est-ce que je peux agrandir ça? Je vais vous le montrer autrement, mais grosso modo, ce qu'il y a à voir, c'est qu'en ayant cliqué sur le lien, dans mon inspecteur, c'est ma balise A pour mon hyperlien qui a été sélectionné. On peut voir qu'il y a mon adresse vers la thèse qui est dans l'attribut href et son élément HTML parent, c'est le fameux paragraphe de classe article listing. Je vais vous le montrer autrement parce que là, ça fait vraiment très petit comme ça. Il y a sans doute la même chose dans les autres navigateurs, c'est le code source de la page. Et dans le code source de la page, on a vraiment le code HTML, mais peut-être un peu moins bien présenté. Et là, c'est drôle, j'ai des classes PDF. J'aime moins ça. Bon, je vais sélectionner la portion qui m'intéresse, puis je vais faire bouton droit, code source de la sélection. Voilà. Bon, là, c'est mieux. Je crois que je peux faire mon zoom. Le fameux lien qu'on avait sélectionné avec notre inspecteur, il est ici. Et son élément HTML parent, c'est-à-dire l'élément qui englobe l'hyperlien, c'est le paragraphe que j'ai sélectionné, dont le nom de la classe est article-listing. Sachant ça, je vais revenir ici. Je vais faire mon bouton droit, inspecter. Je vais sélectionner mon autre qui est ici. Ce qu'on se rend compte, c'est que des paragraphes article listing, il y en a plein, ça se répète. Pour chacun des articles ou des thèses de doctorat, j'ai ce genre de paragraphe-là de la classe article listing. Dans les notes, on vous propose aussi un autre outil qui s'appelle Selector Gadget. Si je clique dessus, je vais vous montrer à quoi ça a l'air. C'est un peu vieux, probablement que c'est encore stable. C'est un module qui s'installe via Google Chrome et ça permet de sélectionner un premier élément et après ça, de désélectionner les éléments qu'on ne veut pas avoir. Et là, magiquement,
le Selector Gadget va vous donner une chaîne de caractères qui correspond à la sélection que vous avez besoin de faire. Quand je parle de sélection, c'est ce que je vais vous montrer ensuite. Vu que nous, on a des balises de type paragraphe et de classe article listing, et que nous, ce qui nous intéresse, c'est le lien qui est à l'intérieur, on va commencer à aller chercher le premier paragraphe dont la classe est article listing. Et la syntaxe, c'est vraiment ça. On commence par fournir le nom de la balise, du type de balise. Dans ce cas-ci, c'est un P pour un paragraphe. Et après le point, c'est là qu'on peut mentionner le nom de la classe de notre paragraphe. Donc ça provient du code qu'on est ici. Et quand je fais mon inspection, clic, j'ai mon paragraphe ici de classe article listing. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que rendu ici, dans notre terminal R, on se rappelle que dans notre objet HTML, on a tout le code HTML au complet de notre page de base de données. Mais là, je vais aller chercher uniquement le premier paragraphe qui correspond à notre classe article listing. Et pour ça, je vais utiliser une variable de test. Oups, qu'est-ce qui se passe? Test, assignation. Je pars de mon objet HTML. Et là, je vais utiliser un opérateur de redirection qui est le pourcentage chevron vers la droite pourcentage. Et je vais appeler la fonction harvest HTML _ element. À l'intérieur des parenthèses, je vais fournir une chaîne de caractères qui est P pour mon paragraphe, article listing. Entrée. La notation ici avec le symbole de redirection, ça provient d'une bibliothèque qui s'appelle Magritter. En d'autres mots, ça provient d'un autre module. C'est l'équivalent de si j'avais appelé HTML element, parenthèse HTML, virgule, P article listing. C'est un peu comme si le HTML qui était ici, je l'avais mis à l'intérieur de la parenthèse. L'avantage d'utiliser l'outil de redirection comme ça, c'est que je peux partir de ce résultat-là et rajouter un autre symbole de redirection par la suite. Ça nous évite d'avoir des appels de fonctions à l'intérieur d'autres appels de fonctions. Je vais aller voir qu'est-ce que ça donne avec ma variable test, donc test tout court entrée. Ça me dit que c'est un nœud HTML qui correspond réellement à ce qu'on voulait, le fameux paragraphe de classe article listing. Et de ce nœud HTML-là, on peut appeler une autre fonction harvest pour retrouver notre objet anchor, c'est-à-dire l'espèce de petit A qui correspond à notre hyperlien. Donc, je pars de mon test. En fait, je vais, pour aller chercher ma balise A, je vais dire test _ ADDR, qui va être la variable qui va recevoir le résultat. Le résultat de quoi? Je pars de mon nœud test, pourcentage redirection pourcentage, vers la fonction HTML _ element. Et l'élément qui nous intéresse ici, on marque seulement A, il n'y a pas de classe à fournir, étant donné qu'à partir de notre paragraphe, on veut uniquement le premier élément de type A. On se trouve à réutiliser dans le fond la même fonction qu'on avait utilisée pour le paragraphe. Le HTML element tout court va nous sortir le premier élément qui va y avoir un A dedans. Si je fais encore mon test ADDR, pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, on a réussi à isoler l'hyperlien de type anchor dans notre page web. Sauf que la prochaine étape, ça va être d'aller chercher les données dans la page web de notre thèse, dont le numéro est 7600.
Et pour ça, j'ai besoin d'aller chercher l'adresse qui est dans l'attribut de notre balise A. Et pour aller chercher l'adresse, ce ne sera pas HTML element, ça va être une autre fonction. Je vais utiliser la variable test. Je crois qu'il manque... ouais, c'est ça. Test. Je pense que j'ai mêlé un peu les noms de variables, mais ce n'est pas très grave. Si vous aviez suivi les notes, vous auriez eu test A tout court. Mais je vais réutiliser la variable. Ça va simplement, il va prendre la variable que j'avais et il va l'écraser, c'est tout. ADDR. Tiret. Je pars de mon test ADDR. Et j'utilise ma redirection. Et là, j'utilise la fonction harvest HTML barre en bas ATTR qui correspond à je veux aller chercher l'attribut et là, je dois fournir en argument href. Bon, évidemment, ça va écraser notre variable test ADDR. Si j'appelle test ADDR à nouveau, on se retrouve avec uniquement la chaîne de caractères qui était dans l'attribut href avant. Pierre-Luc, excuse-moi. Oui. Il y a quelqu'un qui a de la difficulté. Maïra, je pense que vous avez une erreur dans votre console. Vous avez donné un résultat différent, puis vous demandez comment faire pour régler le problème. C'est bien ça, parce que quand on était en test HTML, pourcentage, tout ça, je crois que j'ai bien écrit parce que j'ai révisé, mais ce qui se passe, c'est que je n'ai pas le même résultat en fait. Je ne sais pas comment refaire. Vous comprenez, après Bori, donc test, pour vous, c'est test encore une fois à la suite. Mais je n'ai pas eu comment écrire test parce que quand j'ai fait Enter, j'ai reçu plus test inherit methods. Donc, je ne sais pas comment recommencer. Désolée. Vous pouvez utiliser la flèche vers le haut sur votre clavier pour réexécuter une commande. Ah, voilà. Donc, je peux le faire comme ça moi-même. Test. Après ça, ici, ça aurait dû être un instant. Pour aller chercher l'élément A, ça aurait été test A. Et après ça, pour aller chercher mon test adresse, je dois repartir de mon test A pour aller chercher l'élément href. Et là, j'affiche mon test ADDR et ça me donne encore mon URL, mon adresse vers la page secondaire. Ce qui est un petit peu mêlant, c'est que là, on est allé vraiment étape par étape en définissant des nouvelles variables à la fois. Mais évidemment, vers la fin de l'atelier, on va pouvoir enligner les appels de fonctions sur notre même ligne de code. Merci. Donc, maintenant qu'on a l'adresse sous forme de chaîne de caractères, on peut maintenant aller chercher le code HTML de notre page de thèse. Ça revient à cliquer sur le premier lien et d'aboutir ici. Et pour faire ça, on sait comment le faire parce qu'on l'avait utilisé, c'était une des premières lignes, c'était l'appel de fonction read HTML, sauf qu'au lieu d'utiliser l'adresse globale de la base de données, je vais utiliser l'adresse de mon test ADDR. Donc là, je vais appeler la prochaine variable test HTML, flèche vers la gauche, qui va appeler read HTML avec mon adresse de test ADDR. Pierre-Luc, peux-tu juste effacer pour qu'il puisse voir ce que tu tapes? Parce que sinon, c'est... Si je peux déplacer. Non, effacer. Effacer. Tu peux faire CTRL-L et puis ça va continuer. Il y a quelqu'un qui voulait que ça soit effacé?
que l'on puisse remonter, que tu puisses remonter et voir un peu, montrer ce que OK. tu fais. Comme ça? Oui, OK, sauf que là, on a perdu tout ce qu'il y avait avant. non, mais on a perdu, mais les flèches fonctionnent. Donc, tu peux rappeler la dernière commande si tu veux. OK, d'accord. Merci, Mohamed. Donc, j'étais rendu à test HTML qui a été appelé. Si j'affiche le résultat, ça me donne encore un autre document HTML, mais cette fois-ci, ça va être évidemment la page secondaire qu'on avait vue manuellement. Je vais aller faire mon inspection de la page pour essayer de trouver comment faire ma recherche. Bouton droit, inspecter. Et là, moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est le Date of Award, mais pas juste le Date of Award, c'est surtout le contenu de la variable qui est en dessous. Bon, là, ça ne se voit pas super bien parce que c'est en tout petit, mais essentiellement, il y a la classe élément, mais ça, c'est un peu trop vague. Il y a l'identifiant Publication Date, et après ça, il y a un P. Je vais y aller par inspection du code même. Je sélectionne ça, bouton droit, code source de la sélection, et là, j'agrandis. Le H4, c'est ce qu'on voyait en caractère gras, qui était le titre de notre valeur qui s'appelle Date of Award. Et la valeur que nous, on va aller chercher, c'est le 5-2023. Et là, ce qu'on sait, c'est que l'identifiant dans la page devrait normalement être unique. Et grâce à ça, lorsqu'on va faire notre recherche avec HTML Element, on va fournir d'abord l'identifiant. Et après ça, on va dire, ben, finalement, ce dont j'ai réellement besoin, c'est dans le premier élément de paragraphe. Et c'est ça qu'on va faire. À partir de ma variable test HTML, je vais me créer une variable qui s'appelle... Voyons, ça ne veut pas écrire. Allô? Test date, parce qu'on va aller chercher la date dans la page web. Et là, je pars de mon test HTML, mon outil de redirection, et j'appelle la fonction HTML element. En passant, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a element au singulier et element au pluriel. La différence, c'est que element au singulier va vous retourner le premier élément qui correspond au sélecteur, tandis que elements au pluriel va retourner tous les éléments qui correspondent à votre sélecteur. Et à l'intérieur, pour aller chercher un élément qui a un identifiant, c'est un peu quand on veut créer une adresse qui va pointer vers une encre dans une autre page, il faut utiliser le symbole de dièse avant le nom de notre identifiant. On avait vu ça en haut complètement. C'était ici, dièse encre, mais là, il faut faire à peu près la même chose dans notre code. Et dans notre code, nous, c'est publication barre en bas date qui est notre identifiant unique. C'est ce que je vais mettre après mon dièse, c'est publication date. Et là, un petit truc pour ne pas avoir à faire un autre appel HTML element avec un P, je fais un espace et je mets mon P pour dire que finalement, ce qui m'intéresse à la toute fin, c'est la balise de paragraphe dans mon élément publication date. Et donc, tout ça dans l'ensemble, ça va retourner le paragraphe. Et là, vu qu'on est bon, on n'a pas besoin de se créer d'autres variables. Je vais continuer avec mon outil de redirection. Et la prochaine fonction va servir non pas à aller chercher la valeur d'un attribut, mais littéralement aller chercher le texte
qui est entre les deux balises ouvrantes et fermantes de notre paragraphe. Et ça, c'est la fonction HTML texte 2, ouvrir, fermer parenthèse. Je fais entrer. Là, vous allez me dire pourquoi texte 2. Le texte tout court va vous retourner probablement le texte brut dans une version qui n'est pas très bien formatée, tandis que texte 2 va aller voir la structure des éléments HTML et il va rajouter des sauts de ligne, le fameux caractère \n, si à l'affichage normal de la page web, il y a effectivement un saut de ligne. En d'autres mots, si vous avez à l'intérieur d'un élément web plusieurs éléments de paragraphe, eh bien, pour chacun des paragraphes, le HTML texte 2 va vous rajouter un saut de ligne, ce qui vous donne une chaîne de caractères assez intéressante. Mais nous, notre test date, ça va être une seule ligne qui contient notre 5-2023. Donc, grâce à la ligne de code précédente, on est allé chercher notre date. Et là, il nous reste deux autres valeurs à aller chercher dans la page web en question. Les deux autres valeurs, je vais fermer ma sélection ici. Je reviens dans ma page web. C'était le Major Chemistry. Code source de la sélection. De votre côté, ça peut être via l'outil d'inspection. On voit que c'est l'identifiant département et que c'est encore un paragraphe. Ce qui revient à dire que la commande que je vais me créer, c'est test _ département, flèche vers la gauche. Je repars encore de ma page de test HTML. HTML, pourcentage, redirection pourcentage, HTML element. Cette fois-ci, l'identifiant s'appelait department. Là, il faut faire attention, c'est department écrit à l'anglaise, il n'y a pas de E entre le T et le M. Si vous voulez être certain, certaine, copiez l'identifiant dans votre RStudio. Et espace P pour aller chercher le petit paragraphe. Et après ça, dans le paragraphe, on va aller chercher le texte de style numéro 2. Là, je fais test département, comme ceci. Et là, ça me dit chemistry. On refait la même opération. Si vous préférez le copier-coller des notes, c'est aussi correct. Mais c'est test direction, donc le directeur ou la directrice de recherche. On repart de la même page, HTML element. Et cette fois-ci, je vais aller voir, c'est le Major Professor. Donc, ces deux-là, je regarde le code source, je fais mon zoom, et l'identifiant unique sera Advisor 1. Et le nom du professeur va être dans la balise P. Je reviens ici, ça va être dièse Advisor 1, et c'est la balise de paragraphe que j'envoie dans mon HTML texte 2 pour extraire vraiment juste le texte. Direction, ça me donne que là, j'ai vraiment trois variables qui ont la date, le département et le nom du superviseur de recherche. Le temps passe très vite. Il y avait un petit exercice qui consistait à aller chercher le abstract. Je peux vous le laisser en devoir si vous voulez vous pratiquer, mais grosso modo, ce qui est particulier du abstract, je vais le sélectionner, c'est qu'il y a plusieurs balises de paragraphes à l'intérieur du div de abstract. Mais j'ai simplifié la question pour pas que ce soit compliqué. N'allez pas me mettre des boucles avec ça, pas besoin de faire de concaténation. Selon la question qui est ici, oups, OK, non, c'est plus loin, c'est extraire le titre abstract au complet ainsi que tous les paragraphes. Et donc,
Sachant que le titre et tous les paragraphes sont tous à l'intérieur du div abstract, vous devriez savoir quels sont les appels à mettre dans votre code R pour uniquement aller chercher le titre et tous les paragraphes d'un seul coup. C'est une petite énigme, mais ce n'est pas très loin de ce qu'on a fait jusqu'à présent. La prochaine étape consiste à créer un tuple de 3 éléments avec nos 3 variables, parce qu'éventuellement, on va accumuler tous ces tuples-là dans des listes. Et la liste, on va la reconvertir après ça sous forme de data frame. Donc, test résultat est égal. cbind, c'est vraiment la méthode R pour créer un tuple avec un certain nombre d'éléments dedans. Je vais commencer par ma date. Après ça, test département. Ah, dans les notes, c'était écrit en anglais. Pas grave. Test direction. Ouais, c'est ça. Si vous aviez écrit département en français dans la variable, il faut écrire en français dans la variable de cbind. Si vous aviez utilisé vraiment department exactement comme dans les notes, il va falloir mettre department dans le cbind. Mon test de résultat, ça me donne mon fameux tuple. Ça ressemble à un data frame, mais avec seulement une seule rangée. Donc, bravo. On est allé chercher la première thèse. On est allé dans la page de la première thèse. Et la suite consiste à aller chercher les 100 thèses. Est-ce qu'il y avait des questions? Christophe, je ne sais pas depuis quand vous aviez la main levée. Est-ce que c'était une question? Bon. Je vais poursuivre. On se rappelle qu'on veut partir de notre page de base de données où j'ai mes 100 hyperliens à partir de lesquels je vais aller chercher mes adresses. Ah oui, Nelly, est-ce que vous avez une question? Oui, j'ai une question. Ben, c'est juste, j'ai fait une erreur dans mon code. Dans le fond, j'ai voyé la flèche comme supérieure qui permet d'entrer la commande qu'on veut. J'ai fait une erreur et quand j'ai fait Enter, ça m'a mis des plus et là, j'arrive pas à quitter de là. Je ne sais pas si Mohamed ou Sarah peuvent aider. Peut-être qu'en faisant un CTRL-C, ça pourrait arrêter le calcul en question pour annuler la dernière commande. Et là, vous pourriez faire une flèche vers le haut pour réexécuter la commande qui précédait ou de retaper après la commande. Si je sais n'importe quoi et que je fais un CTRL-C, non, CTRL-C, ça ne marche pas. Est-ce que CTRL-D? Ah, CTRL-D, ça a fonctionné. Ça a fonctionné chez moi. Parfait. Merci. Pour aller chercher nos 100 hyperliens, il faut repartir de notre HTML d'origine. Ce qui fait que la variable HTML présentement contient tout le code HTML de la page de la base de données qui contient les 100 liens. Bon, je planifie la mettre dans une variable qui s'appelle les P pour dire que c'est les paragraphes. J'utilise mon symbole de redirection et j'appelle cette fois-ci non pas HTML Elements au singulier, mais je vais prendre la version au pluriel. Elements au pluriel. Et pour les paragraphes qui m'intéressent dans la page principale sont de type P. Article, trait d'union, listing. J'exécute ça. Et si je regarde qu'est-ce qu'il y a dans l'épée, on remarque que l'épée, ça devient comme un ensemble de nœuds d'éléments web
de taille 100, ce qui veut dire qu'il y a 100 éléments web. Ils ont tous à peu près la même forme, c'est-à-dire qu'on a le paragraphe Article Listing, et après ça, on a notre encre avec l'attribut href pour les adresses web. Bon, je peux faire les autres lignes comme type of l'épée. C'est une liste. Super. La longueur, bon, c'était déjà inscrit ici, mais je pourrais appeler la commande length de l'épée qui me retourne le même 100 parce qu'il y a réellement 100 liens dans la page. Et puis, comment je fais pour accéder à un des éléments? Ce qu'il faut se rappeler dans le langage R, c'est que le premier élément va être à l'indice 1 et le 100e élément va être à l'indice 100. Et là, comme par exemple, le deuxième élément, ça va être l'épée. Et l'opérateur pour aller chercher une des valeurs dans une liste, c'est le double crochet, comme ceci. Ce qui fait que l'on ne le voyait pas dans ma fenêtre, dans ma sortie, mais normalement, le 7714 devrait correspondre à la deuxième des adresses. Maintenant qu'on sait comment aller chercher les valeurs de l'attribut href, il nous reste à faire une boucle pour ensuite accumuler toutes les adresses. Mais une bonne façon d'accumuler les adresses, c'est de se créer un tableau d'adresses avec des adresses vides au départ. Mon tableau, en fait, ça va être une liste. Je vais faire mon CTRL-L, tel que suggéré par mon collègue Mohamed. La dernière commande que j'avais faite avant, c'était d'aller chercher le deuxième élément. Pour me créer ma liste, ça va être liste ADDR. Redirection vers liste ADDR. Je vais utiliser la fonction vector qui va me construire un vecteur, mais le vecteur va se comporter comme une liste. C'est une particularité du langage R. Apparemment qu'il y a d'autres vecteurs qui se comportent un peu différemment, mais ici, ça va être comme une liste. Et ce vecteur-là, on va l'initialiser avec une longueur de l'épée, c'est-à-dire qu'il va y avoir 100 éléments dans ma liste ADDR. Cette liste-là, essentiellement, ça contient 100 éléments qui pointent vers rien. En exemple, liste ADDR à l'indice numéro 2, ça me dit qu'il n'y a présentement rien qui est pointé, c'est nul. Et c'est ça qu'on va aller remplir une itération à la fois dans une boucle. La boucle, vous l'avez dans les notes, je vais la taper. For, la syntaxe de R implique d'avoir une ouverture de parenthèse. Je me définis un itérateur qui va être I. Et après ça, mon I va prendre successivement une des valeurs dans la collection qui va suivre. Puis la collection, ça va être défini par la fonction sekalong. Et qu'est-ce que le sekalong va faire? Je vais lui fournir ma liste d'éléments de paragraphe. Et le sekalong, lui, il se dit, bon, ben dans l'épée, j'avais 100 valeurs. Je vais donc me créer une collection qui va avoir les valeurs de 1 jusqu'à 100. Et donc, mon itérateur I va avoir successivement toutes les valeurs de 1 jusqu'à 100. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de me créer moi-même un intervalle de 1, après ça 2 points, jusqu'à la longueur de mon tableau. Le sekalong, c'est ce qu'il va me créer. Pour démarrer ma boucle, j'ai besoin d'avoir... Oh, ça n'a pas fait ce que je pensais. OK. J'ai apparemment pas le choix de faire ma boucle à l'intérieur comme ça du code. Je vais mettre à ma gauche ma liste ADDR à l'indice I. Comme je vous disais, le petit I va avoir les valeurs de 1 jusqu'à 100, donc une valeur à la fois pour chacune des itérations. Et je fais mon symbole d'assignation. Ce qu'on veut faire, pour vous le rappeler, c'est d'aller chercher l'adresse de la page secondaire dans tous les P qui contenaient des A, qui contenaient un href.
Alors là, il faut refaire l'opération, mais à l'intérieur de notre boucle. Les P en question, ce sont les paragraphes. Ça provient de notre liste, les P. Et là, je vais aller à l'indice I pour aller chercher un paragraphe à la fois. Il y en avait 100, mais on en regarde un à la fois. Pourcentage, redirection, pourcentage. On se rappelle que dans le P, il y a une encre A. Et pour ça, je vais utiliser HTML element au singulier. Ici, vous vous demandez, oui, mais là, dans l'EPI, j'avais fait la sélection, j'en ai plusieurs, mais parce qu'on part d'un seul et unique paragraphe, le fait d'aller chercher un seul A, il va aller prendre le premier A qu'il va voir seulement dans le paragraphe d'indice I. Et à la toute fin, une fois que j'ai mon encre A, je vais appeler HTML attribut href pour aller chercher la valeur de l'attribut href. Tout ce qui est à droite sert à aller chercher l'adresse de la page secondaire et on va la stocker à la position I dans ma liste d'ADDR. Entrée. Et là, maintenant, si je regarde, je fais la flèche vers le haut 2 fois, 3 fois même dans mon cas. Liste ADDR à la position 2, est-ce que j'ai toujours nul? Non, maintenant j'ai mon 7714 qui correspond à l'adresse que je voulais aller chercher. Parfait. Maintenant, on sait qu'on a une liste de toutes les adresses des synthèses que l'on veut étudier. Il nous reste maintenant à aller chercher la date, le nom du département et le nom de la personne qui a supervisé le projet pour la thèse. On va se créer à nouveau une autre liste pré-initialisée. Ça va être liste donnée au pluriel. Ça va être encore la fonction, en fait, le constructeur vecteur qui va être en mode liste, virgule, length de ma liste ADDR. D'autres mots, on prend notre ancien résultat, le résultat précédent, la liste ADDR. On sait que c'est de longueur 100, mais on va quand même prendre ça comme vecteur d'entrée pour aller construire notre liste de données finale. Super. En principe, liste de données devrait être un vecteur de valeur nulle de longueur 100. Et la prochaine étape, c'est la grande boucle que l'on voit dans le code. Et là, je suis un peu embêté à savoir comment est-ce qu'on va rentrer ça, mais je pense que c'est avec des points-virgules que je vais pouvoir séparer chacune des lignes. J'utilise encore mon itérateur i. In. J'appelle encore ma fonction secalong. Et comme mon entrée de cette boucle, c'est vraiment ma liste d'adresses, ce n'est plus ma liste de paragraphes, mais c'est maintenant la liste d'adresses. Je vais dire liste ADDR. Et là, j'ouvre ma boucle. La première ligne dedans. Là, cette fois-ci, je vais écraser la variable HTML qui contenait la page principale. Je n'ai plus besoin à ce moment-ci de la page principale, ce qui me permet de réutiliser la variable HTML. Est-ce que je peux changer de ligne en faisant ça? Non, ça n'a pas marché de même. Je pense que je n'aurai pas le choix de le faire tout d'un coup. HTML. Flèche vers la gauche, read HTML. Mais pour faire mon read HTML, j'ai besoin de lui fournir l'adresse de la page web à aller lire et elle se trouve dans ma liste d'adresses à la position I. Ce qui revient à dire je vais lire la IM page web. Après mon point-virgule, c'est là qu'on va, étant donné que dans le nouveau HTML, je vais avoir les informations de ma thèse, je vais aller chercher la date, le département et le nom. Ce qui fait que c'est la date égale HTML. Et de ça,
Je réutilise le code que nous avions développé dans les sections précédentes de nos notes. On part de notre HTML et on va chercher date de publication et après ça, le sous-élément de type paragraphe. HTML element, ouvrir, fermer parenthèse. J'oublie pas mon dièse parce que c'est ça qui me permet d'aller chercher mon identifiant publication date. Mais après ça, je dois faire espace P pour aller chercher le sous-élément P. Et après ça, je redirige ça dans mon HTML texte 2 pour aller récupérer la valeur de texte à l'intérieur du paragraphe. Ça, c'était pour ma date. Je dois refaire la même chose pour le département. Je vais utiliser DEPT pour raccourcir un peu le code. HTML redirection, HTML element. Cette fois-ci, c'est le department en anglais, espace P. Et je redirige tout ça vers HTML texte 2, point virgule. Et on refait la même chose pour le dernier qui est nom. Flèche vers la gauche, HTML à nouveau. Je redirige tout le code HTML dans HTML element. Et je fournis l'identifiant. Cette fois-ci, c'est advisor 1. Et je dois rajouter P parce qu'on va aller chercher le paragraphe qui est le sous-élément de notre advisor. Et j'envoie ça dans HTML texte 2. Point virgule. Ça, c'est bien. On a la date, on a le département et on a le nom. La prochaine étape, c'est de sauvegarder ça sous forme de tuple avec la fonction cbind, mais on veut le sauvegarder au bon endroit dans notre liste de données qu'on s'était créée 2 lignes précédentes. Donc là, je vais faire liste données, comme ceci, flèche vers la gauche. Oh, j'ai oublié un petit détail, je dois mettre l'indice I, sinon ça va écraser liste données au grand complet. Et là, je vais faire cbind date, DEPT pour le département et après ça, non. Ça devrait faire le travail. La dernière ligne de notre boucle sert à être poli avec le serveur web. On ne veut pas le surcharger pour rien. Oups, non, je n'ai pas fait ça. OK, là, je ne suis pas content. OK, je pense que je vais copier le code et voir si je peux exécuter ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur le New File en haut et j'ai copié le code directement du site web. Je venais de taper cbind date département nom. Et la dernière ligne, pour être gentil avec le site web, c'est celle qui est système. 6, c'est le module 6 dans le langage R, .sleep et avec un délai de 0.1 seconde. Le fait d'appeler 6 avec la majuscule ici, ça nous évite de charger le module au grand complet avec le library. Bon, j'imagine que je peux rouler ça. Ah, OK, en roulant, il me fait un petit plus, comme ça. Et là, ça prend un certain temps. Et la raison, c'est qu'à cause de notre sleep, il doit faire 100 fois des pauses de 0.1 seconde. Et en plus de ça, il doit aller faire la requête. Ça prend un certain temps, ça aussi. Et c'est pour ça que ça prend un certain temps globalement à aller faire toutes les requêtes. Et là, on est en plus plusieurs sur la grappe de calcul à faire toutes les choses en même temps. Si vous remarquez dans ma console, j'ai maintenant le chevron qui me dit « J'ai terminé de faire mes requêtes ». Ça veut dire que la boucle est maintenant complétée. Et ça veut donc dire qu'en théorie, mon vecteur liste données devrait être rempli.
Si je regarde dedans, liste, données, à la position 2, j'obtiens, ah ben tiens, c'était effectivement ça, le décembre 2022, département de chimie, Dr. Ampofo Darko. Je vais aller voir qu'est-ce que ça donne ici. Si je regarde la deuxième, c'était bien ça, décembre 2022, chimie, Dr. Ampofo Darko. Donc, le code a fonctionné. Et là, les dernières étapes, il nous reste, je crois seulement, il nous reste même pas 10 minutes. En fait, ça serait fini maintenant l'atelier. Mais essentiellement, rendu là, c'est de la conversion de listes données en, sous la forme de data frame. Je vais faire du copier-coller pour aller plus vite. Le résultat va être un appel à do-call qui va prendre chacune des valeurs de liste donnée et bâtir un data frame avec ça. Entrée. Si j'utilise la fonction head, ça me permet d'avoir un aperçu du data frame. Ce n'est plus simplement une liste, c'est maintenant comme un tableau avec des noms de colonnes et un index de rangée. Et puis, il y a moyen d'avoir une version en table pour convertir résultat en table table. Et là, par défaut, je n'ai pas besoin d'appeler head de résultat. Ça va me donner un aperçu avec les 10 premières rangées. Oui, puis là, bon, il y a aussi moyen de convertir les noms de la table table avec ce qu'il y avait dans le code. Mais ça, c'est de la poutine de gestion des données par après. Ce qui était vraiment le cœur de notre formation, c'était vraiment de boucler sur chacun des liens et d'appeler les fonctions element, HTML element, HTML text, etc. Et vous avez en bas complètement de la page, bon, d'une part, les différents sélecteurs assez simples. Il y en a beaucoup plus qui existent. Vous avez une référence ici. Et vous avez dans Harvest un résumé de certaines des fonctions qu'on a utilisées, nous, dans l'atelier. En passant, le HTML children, on ne l'a pas utilisé. Il y avait des petits commentaires dans le texte, mais ce que ça vient faire, c'est que ça va vous retourner tous les enfants, les éléments d'un élément parent, et non seulement ceux que vous auriez demandé via Elements ici avec un sélecteur en particulier. Celui-ci, c'est vraiment tous les enfants. Il n'y a pas de sélecteur d'ailleurs en argument. OK, merci beaucoup. Si je reviens dans le... Oui. Excuse-moi, je pense que tu allais aller dans le Slack. Il y avait une dernière question pas répondue, en fait. Dans le Slack? Dans le Slack, comment est-ce qu'on détermine combien de temps on assigne à 6.sleep? Ce que Marie-Hélène me disait, celle qui a composé la version anglaise de l'atelier, c'est que ça peut être très long si vous avez vraiment des milliers de pages à télécharger. Si vous vous dites, je suis prêt à attendre une journée pour avoir tous mes résultats et être certain d'avoir mes résultats, vous pourriez mettre 1 seconde et vous aurez la certitude que vous ne serez pas bloqué. Mais si vous mettez une valeur trop basse et que vous vous retrouvez avec la moitié, par exemple, des valeurs, c'est que vous saurez que vous avez été bloqué à l'avance. Nous, on a mis 0.1. Moi, j'avais des discussions avec Marie. Je lui disais peut-être 0.5 secondes, 1 seconde. Elle me dit, ouf, ça serait trop long. Donc, selon la taille des pages web, c'est à vous de juger. C'est déjà très bien d'avoir mis 1.1 seconde et ça peut être potentiellement suffisant. Et quoi faire si vous vous faites bloquer? Rendu là, c'est de trouver le moyen d'apparaître sous une autre adresse IP. Si vous êtes chez vous, ça peut être problématique parce que là, c'est votre fournisseur d'accès Internet qui vous donne votre adresse IP et c'est un peu problématique. Vous êtes peut-être mieux de faire les choses à partir de l'université ou même
de payer pour des services de VPN, de sorte que si jamais l'adresse du VPN se fait bloquer, vous au moins, vous ne serez pas bloqué. Mais essayez de ne pas vous rendre là. Si jamais ça arrive, ben, c'est peut-être une politique que vous allez bloquer, je ne sais pas moi, 24 heures, 48 heures, ça dépend comment est-ce qu'ils ont programmé leurs choses. À la limite, allez dans un café, vous allez avoir de l'Internet là, puis vous aurez une autre adresse IP. Allez sur le VPN de l'université pour être derrière les adresses de l'université, quoique là, le risque est assez grand de vous faire bloquer s'ils bloquent toutes les adresses du réseau sortant de l'université. Mais c'est ça. Le point une seconde, c'était bien pour l'atelier. Moi, je mettrais 0.5. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Là, j'ai vu une question en anglais. Ah, ben tant mieux, je suis bien content pour vous, Véronique. La question en anglais était quand même intéressante. Comment sauvegarder notre résultat? Point. Oups, je ne peux pas rien faire avec ça. Ça me donne encore mon table. Il doit bien y avoir une façon de faire avec table. Save as CSV. D'après ce que je vois, il faut utiliser write.table avec mon résultat, virgule, mon nom de fichier. Test.csv, mais il faut que ce soit dans une chaîne de caractères. Si j'appuie là-dessus, on voit que ce qui est apparu à ma droite, c'est le fichier CSV. Je dois vous laisser parce que je donne une autre formation dans 2 minutes. Et sinon, bien, vous pouvez poser d'autres questions dans le Slack de WebAir. Merci à vous.